Salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Moi en tout cas je vais super bien, merci d'avoir demandé. Je viens de faire un jeûne de 48 heures où je buvais que des jus et puis un jeûne complet de 24 heures, je me sens au top. Et d'ailleurs merci à Just Juice Bar de Annecy de m'avoir donné plein de conseils. Claude, franchement merci, j'ai bien géré ça, notamment grâce à toi. Ok, on y est. On a un UFC ce week-end. On a tous la haine que TJ Dillashaw se soit coupé à l'entraînement lors d'un sparring et que le combat contre Cory Sandhagen est annulé. Franchement, non. Il était trop cool ce combat, on est tous d'accord là-dessus. Et du coup, malheureusement, la carte, la fight card, la main card tournait beaucoup autour de ce main event. C'est-à-dire que ce main event était très attractif, le reste l'est moins. Alors, c'est une des premières fois que je dis ça, je pense. Généralement, je dis ouais, il y a beaucoup de cartes under the radar qui sont très intéressantes. Celle-ci, honnêtement, m'attire un peu moins. Mais il y a un combat dessus qu'on va analyser maintenant. Carlos Diego Ferreira qui combat contre Gregor Gillespie. Je dis souvent Gillespie, c'est Gillespie. On analyse ça tout de suite. Donc, en général, j'analyse les main events. Cette fois-ci, c'est pas pour dénigrer ni quoi que ce soit. Michelle Waterson contre Marina Rodriguez m'excitait pas. J'ai besoin d'être dans ma vie et je pense que tout le monde peut s'identifier à moi là-dessus. J'ai besoin d'être motivé, j'ai besoin d'être excité pour travailler, pour faire des belles choses. Et ce combat peut être vraiment bien, mais d'un point de vue analytique, ça m'intéressait pas des masses. On a une jeune talentueuse, Marina Rodriguez, qui rencontre une vétéran en Michelle Waterson. C'est une chouette dynamique de combat, c'est striking, donc pourtant c'est dans mon style, c'est ce que je préfère. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé la motivation vraiment à faire une analyse des deux athlètes. Marina a fait des beaux combats, elle sort d'un très beau combat, d'un très beau KO. Euh, Michelle Waterson, son highlight est très chouette, son style est un peu moins chouette à analyser. Encore une fois, sans vouloir dénigrer ni quoi que ce soit, ça n'a pas la qualité, ça n'a pas l'attractivité pour moi de CDF contre Gregor. C'est un génial combat. Alors, comme je viens de le dire, je suis plus un fan de striking, mais là, qu'on soit fan ou pas de lutte et de grappling, ça va être spectaculaire. Je l'annonce, je ne vais pas mettre ma main à couper parce que ça m'arrive évidemment de me tromper comme tout le monde. On l'a vu d'ailleurs dans ma dernière vidéo où j'ai fait plein de boulettes. Ce combat, vraiment, il vaut la peine. Il vaut la... c'est pour ça que j'analyse. J'attends ça avec impatience. Alors avant de commencer l'analyse, une petite pub, parce qu'en général je le fais à la fin et si je vais le faire au début. Je me suis rendu compte qu'à chacune des vidéos je mets le même pull évidemment, parce que je suis en collaboration avec Pride or Die, et en plus j'aime bien. Et je viens de me rendre compte que je l'ai lavé plein de fois et il taille toujours bien. Donc je vends un peu la qualité évidemment. Mais je force personne à acheter, évidemment, c'est libre à tout le monde. Si tu aimes les designs de Pride or Die, si tu aimes bien leurs t-shirts, leurs sweatshirts, je te je te souligne que la qualité est aussi belle que leur graphisme. Et du coup, si tu aimes bien la marque, tu as 15% grâce à mon code promo Chris15. Tout est en description. Fin de la pub, on attaque. Alors, je sais que sur ma chaîne, il y en a pas mal qui suivent le MMA ou l'UFC, en tout cas d'assez loin, et qui regardent plus les main events et un peu moins les cartes préliminaires. Ici, on a deux athlètes qu'il faut vraiment suivre de près. Alors, certes, ils sont assez avancés en âge. Cela n'empêche qu'ils sont tous les deux à haut potentiel, j'ai envie d'appeler ça. Il leur reste quelques années quand même dans leur carrière. Je dirais que l'un comme l'autre, bah, ils ont environ 35 ans, je pense. Ils ont encore 4-5 belles années devant eux. En 4-5 ans, il y a moyen de faire beaucoup, surtout quand on reste actif. On a un Carlos Diego Ferreira, pour ceux qui ne savent pas. J'ai parlé en défaite, c'est marrant, mais il n'a que 3 défaites. Et en fait, peu de gens parlent de lui parce qu'il n'est pas encore monté très haut dans le ranking. Mais ces 3 défaites sont une contre Dustin Poirier, il y a assez longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu contre Dustin Poirier. Et ces 2 autres défaites sont contre la même personne, Benil Dariush. Les 2 fois à la décision. Et son tout dernier combat, c'était contre lui. Il a perdu à la split decision. Juste avant ça, il a roulé sur Merbek Tezumov. Personne ne s'attendait à ça. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Et puis,
il a aussi roulé sur Anthony Pettis. Debout, ok, c'était assez mitigé, mais il a vraiment bien dominé Anthony Pettis. Alors on peut dire ce qu'on veut, Anthony Pettis, il est en descente dans sa carrière, etc., etc. Battre Anthony Pettis par soumission, comme il l'a fait, c'est pas donné à tout le monde. Et ce que j'aime bien chez notamment lui, mais aussi chez Grégor, c'est qu'on arrive vraiment dans la nouvelle, selon moi, ce que je décrirais comme la nouvelle ère du MMA, où on a quelqu'un qui a vraiment un domaine de prédilection. Ici, CDF, c'est un Jiu-Jitsuka. Grégor, c'est un lutteur. Mais ils sont relativement complets. Ils sont très, très complets. Et je ne vais pas dire que l'un comme l'autre, ils ont toujours leur domaine de prédilection comment dire, qui sort du lot par rapport à leurs autres skills. Mais ça rentre vraiment dans la nouvelle ère du MMA où on voit par exemple des Kamaru Usman aussi, un très très bon lutteur, mais aujourd'hui on ne peut plus vraiment le catégoriser comme un lutteur. Certes, ça reste sa meilleure arme, mais on vient de le voir, il a mis KO en striker il y a 2 semaines. Donc c'est ça que j'aime bien chez ces deux athlètes, c'est qu'on arrive vraiment dans une période où on voit qu'ils excellent dans quelque chose, qu'ils arrivent à imposer le combat dans ce quelque chose, là c'est la lutte ou le jiu-jitsu, mais qui savent aussi se débrouiller debout. Grégor a un très très beau KO à l'UFC dans ses débuts, qui est venu debout dans la première minute du combat. CDF en a également un debout et ils mettent en difficulté d'autres athlètes avec leur striking. Ils ont un striking un peu différent. Je ne vais pas tarder à attaquer les séquences ici, mais je veux parler de striking parce que toutes les séquences que je vais montrer, c'est plus au sol. Parce que c'est le genre de combat où on espère vraiment que ça va aller au sol. On a déjà vu des beaux combats entre 2 lutteurs et 2 grappleurs, par exemple, qui restent debout, et ça offre des très beaux combats. On va prendre Usman contre Covington, très beau combat debout, alors que de base, c'est pas leur expertise. Mais ici, typiquement, on a envie que ce combat aille au sol, un peu comme Makhachev contre Tsarukyan. Si vous n'avez pas vu ce combat, allez le voir. Que tu comprennes la lutte, que tu comprennes pas la lutte, tu vas regarder ce combat, tu vas kiffer. Et ici, on espère la même chose, et je crois vraiment que ça va être pareil. Je vais le voir après. Gregor Gillespie, autant son striking est assez développé, je trouve, pour pouvoir tenir la longueur debout, autant dans la plupart de ses combats, dans les 20 premières secondes, il a déjà shoot sur un takedown, et dans, je dirais, la plupart des cas, à partir de ce moment-là, on est dans un échange de grappling du début à la fin. Ok. Dernier point avant que je passe sur les séquences. Ce que j'apprécie énormément chez CDF, c'est qu'il vient préparer. Il vient avec des stratégies à chaque fois. Et on voit qu'il a un game plan, et un game plan réfléchi en plus. Contre Anthony Pettis, c'était flagrant. Contre Merbek Tezumov, c'était flagrant. Même contre Benil Dariush, c'était flagrant. C'est difficile de venir avec un game plan contre Grégor Gillespie. L'un comme l'autre, Gillespie, j'avais dit que j'allais faire l'erreur. L'un comme l'autre sont des combattants à pression. Et Gillespie est quelqu'un qui laisse très peu d'espace. J'ai envie de l'expression vient de l'anglais. He's a dog. C'est un chien enragé, on va dire. C'est quelqu'un qui lâche pas la grappe. Il faut savoir combattre sous pression. Et clairement, CDF fait partie de cette catégorie de combattant qui est capable de gérer la pression d'un adversaire ou de la mettre lui-même. Et donc c'est difficile. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est difficile d'arriver avec un game plan contre quelqu'un comme Grégor Gillespie. Parce qu'il ne laisse pas d'espace pour réfléchir, il ne laisse pas d'espace pour s'exprimer. Et donc on sait qu'on va se retrouver dans une vraie guerre dès le début, principalement une guerre en lutte. Ce ne sera pas des échanges in the pocket en pied-point. Quand ça arrive, il va shooter à ce moment-là. Et puis on est parti sur de la lutte. Et donc j'aime beaucoup ce combat parce que vraiment on sait qu'a priori, encore une fois, on ne sait jamais ce qui va se passer à l'avance en MMA. Mais je pense que, en tout cas, la probabilité la plus haute, je vais l'exprimer comme ça, la probabilité la plus haute, c'est que Gillespie impose directement de la lutte, que CDF soit content avec ça et qu'on ait des échanges entre un lutteur et un grappleur. Dernière chose, j'arrête pas de dire dernière chose, il y a tellement à dire sur ce combat, c'est pour ça que je l'analyse. CDF est un grappleur qui a amélioré sa lutte et qui a intégré une philosophie de lutte dans son grappling qui vient du jiu-jitsu. Et à l'inverse, Grégor Gillespie est un pur lutteur de base, mais qui a complètement adapté et dynamisé une approche de grappling, de jiu-jitsu dans son jeu. Je vais essayer de l'illustrer ici en image, mais c'est ça qui rend vraiment ce combat super beau, parce que ça peut partir dans tous les sens.
c'est un grappleur agressif, un grappleur offensif, un grappleur qui tente des choses en CDF contre un lutteur ultra axé sur la pression non-stop et la recherche constante d'améliorer sa position. Ça, encore une fois, j'ai pas envie de prendre trop de risques, mais ça va être actif. Il n'y aura pas de position de prise, j'ai l'impression. Il n'y aura pas de lay and pray, comme on dit. Ça va être actif. Il y aura une constante amélioration d'un côté comme de l'autre, une constante recherche d'amélioration de position. Alors, première séquence, c'est CDF. Je commence par CDF, Carlos Diego Ferreira, je vais y arriver. Alors, ici, on est contre Beneil Dariush. On a une tentative d'amener au sol de Beneil Dariush. Il y a déjà eu quelques scrambles avant. On est en début de combat. Et ici, je ne sais pas trop analyser si c'est... Ça avance plus? Ouais, ça avance. Ah, putain. Je ne sais pas revenir en arrière. Je vais vous reprendre dans une seconde. Désolé, il y a eu un bug sur l'outil que j'utilise pour les séquences. Je vérifie que ça va fonctionner. Ok, ça fonctionne. Alors, comme je disais, ici, on est dans un scramble. Et alors, c'est difficile à analyser si c'est vraiment Beneil Dariush qui provoque l'amener au sol ou si CDF saute sur l'omoplata. Dans les deux cas, je veux juste qu'on soit attentif. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, CDF, c'est celui qui est contre la cage ici. On est dans un scramble et on voit ici une position prise. J'ai avancé, je ne vais pas trop l'expliquer dans le détail parce que ça va un peu vite. Mais on voit un CDF qui est à l'aise de se mettre sur son dos parce qu'il a une réelle confiance en son grappling, en son jiu-jitsu à partir de son dos. Donc ici contre Beneil Dariush, c'est pas une... Enfin oui, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu ça, je sais pas si ça existe vraiment, mais ça ressemble à une omoplata sautée. Donc il saute. En général, on parle de triangle sauté. Ici, il y a un contrôle de la jambe, ce qui empêche la possibilité d'un triangle. Mais CDF part directement sur l'omoplata. Vous voyez, ici, on est directement parti sur une omoplata. Donc, un jeu très agressif au sol. Ça a d'ailleurs surpris Beneil Dariush, qui s'attendait probablement pas à ça en essayant d'amener son adversaire au sol. Et dans la transition, on se rend compte ici que... Donc, pour que CDF puisse partir sur l'omoplata, il doit partir de ce côté-là, faire en sorte que sa hanche gauche soit sur le sol et complètement libérer ce pied qui est contrôlé par Beneil Dariush. Il se rend compte très rapidement que l'omoplata sera très très difficile à obtenir. Déjà que de manière générale, elle est difficile à obtenir. Alors là, avec la cage qui risque de gêner, etc., il s'en rend compte. Cependant, il est parti dans son mouvement, donc il va brièvement menacer une clé de bras. Ici, on a une très bonne réactivité de Beneil Dariush qui est également une ceinture noire. Et je vais juste laisser passer, puisqu'on va... Pour moi, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment cette transition. Okay, donc là, on est toujours dans un scramble. Et regardez-moi ce scramble-là. Très difficile à contrôler, ce Carlos Diego Ferreira. Et il se relève, il est plus sur son dos, il est dans une position plus ou moins confortable contre la cage. On ne va pas dire que c'est ultra confortable, mais on voit qu'il a son underhook ici à droite et que Beneil Dariush n'a pas encore d'underhook. Donc il est, grâce à son scramble... Et c'est ça que je veux vraiment illustrer, c'est l'activité et la réactivité que CDF a. Il est pris contre la cage, il sent qu'il va se faire amener au sol, il saute sur une tentative risquée, il saute sur une omoplata. C'est beau à voir, c'est chouette à voir. Ça ne fonctionne pas, il part sur une clé de bras. Ça ne fonctionne pas, il menace avec... il partait pas sur une clé de jambe, mais il y a une légère menace où il vient chercher les jambes. Il laisse aucune opportunité à Beneil Dariush de contrôler la position, de venir s'installer dans une position dominante. Il ne lui laisse pas l'occasion de rentrer dans la full guard, dans une demi-garde, de prendre un side control ni quoi que ce soit. Et après, il fait son 360 au sol, ça crée un scramble, il crée de l'espace, il se relève et il se relève directement avec une position intéressante et son underhook. Et contre Grégor Gillespie, ça va très bien se mélanger. Ce style-là, avec celui de Grégor, ça va deux fils bien donner. Alors ici, voilà, parce que... Ceux qui ne connaissent pas le grappling, les seuls échanges qu'ils vont aimer en grappling, et c'est classique et je comprends tout à fait, il y a beaucoup de fans de MMA qui aiment bien regarder le MMA pour les KO et tout ce qui s'ensuit. Et donc évidemment, le grappling, quand on n'est pas, j'aime pas utiliser le mot éduqué, mais quand on ne connaît pas, quand on ne comprend pas ce qui se passe au sol, c'est très vite chiant. C'est à ça que sert ma chaîne aussi, c'est pour essayer d'expliquer certaines séquences, pour comprendre ce qui se passe au sol et en pied-point. Évidemment, le sol, c'est là où le bas blesse pour moi, mais je veux quand même essayer d'expliquer un maximum de choses. Par contre, n'importe qui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le sol, on va aimer ça.
Voilà, la créativité. L'utilisation de la cage, ça c'est vraiment typique au MMA. Évidemment, il n'y a pas ça dans d'autres sports. Donc ici, on menace une prise de dos et on va céder de la cage whoop, pour tomber au sol, venir chercher le deuxième crochet. Donc ici, on n'a pas le deuxième crochet. On vient le mettre directement et on vient contrôler Anthony Pettis de son dos. Cette séquence-là, j'adore, je l'ai déjà montré plusieurs fois pour Overeem, le Dagestani handcuff. Donc, on est dans une position où Anthony Pettis veut récupérer ses appuis. Ici, il a ses deux appuis au sol. Voilà, la main de Carlos Diego Ferreira qui vient chercher le poignet d'Anthony Pettis, puis il vient chercher le 2-on-1 et il profite du 2-on-1. Je devrais vous montrer. Donc ici, il a ce qu'on appelle le 2-on-1, deux mains sur un bras. Donc il vient chercher d'abord avec une main, il rapproche, il vient chercher avec sa deuxième main, et deux mains contre une, ça lui permet de complètement casser la base d'Anthony Pettis et venir le déposer au sol pour pouvoir menacer avec du grand end pound ici. Okay, là j'ai changé de vue, mais ici il peut envoyer du grand end pound parce qu'avec sa main droite, il contrôle la main droite de Anthony Pettis. Très très beau, c'est des bons réflexes à avoir au sol de manière offensive. Et là je vais juste montrer sa soumission sur Anthony Pettis. C'est un rear naked choke, mais il n'a pas du tout l'angle. En général, on aimerait que nos hanches soient alignées derrière les hanches de notre adversaire. Ici, il n'a pas du tout l'angle classique pour finaliser, mais je vais avancer et on a le tap out. Donc c'est un peu comme Ben Askren qui s'est fait soumettre par Demian Maia avec une seule main. C'est le genre de truc, on sait que c'est possible, mais c'est très difficile, surtout à ce niveau-là. Il faut un niveau élite en grappling pour finaliser quelqu'un avec cet angle-là, ou pour Demian Maia avec un seul bras. On l'a déjà vu, mais on le voit uniquement quand c'est des ceintures noires qui ont un squeeze pas possible et qui ont vraiment cette expérience, qui sentent exactement l'angle qu'ils doivent prendre pour pouvoir obtenir le tap-out. Je veux dire, il y a pas mal de gars du UFC qui se seraient retrouvés dans la position de CDF, qui n'auraient pas finalisé Anthony Pettis parce qu'ils ne connaissent pas exactement comment ils doivent appliquer la pression pour finaliser. En tout cas, moi, honnêtement, je ne saurais pas le faire. Donc voilà, CDF, agressif, excitant, opportuniste, créatif, chouette à voir. Actif, voilà, plusieurs adjectifs. Gregor Gillespie ici. J'attire le regard sur ça parce que ça arrive souvent. Tout début de combat. Alors, ici il shoot. Ouais, je crois que je lui ai montré son petit crochet avant pour montrer qu'il a une boxe assez propre. Voilà. Hop, je reviens un peu. Ok. Le petit crochet est pas mal. D'un point de vue technique, il est bien sur ses appuis. Il surengage pas. Il vient toucher. Il a vraiment des très très bons crochets avant. On avance un tout petit peu. Ça fait 15 secondes qu'on est dans le combat. On a un shoot, mais de loin. Hein, de loin. Il est très très loin. Il shoot à sec, très très bas. Hop. Et il vient obtenir son takedown. Donc il a vraiment un talent pour la lutte qui est assez fou. Alors cette séquence, je voulais la continuer pour plusieurs raisons. Celle-ci. Donc ici, on se retrouve dans une situation classique quand on regarde un combat de Khabib Nurmagomedov. Souvent, quand il a son adversaire contre la cage, il va venir crocheter les deux jambes ici, faire en sorte que l'adversaire ait ses deux jambes l'une contre l'autre et que les talons ne touchent pas le sol. Et puis lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est venir trianguler, enfin mettre ses jambes en triangle pour contrôler. Le problème ici, il y a plusieurs problèmes évidemment. En lutte, on considère qu'une amenée au sol est complétée quand les épaules de l'adversaire touchent le sol. Ici, clairement, l'adversaire n'est pas considéré comme au sol puisqu'il est assis contre la cage. Deuxième problème, normalement, ce que Gregor voudrait, c'est d'avoir le contrôle sur les deux genoux de son adversaire, que ses deux genoux soient bien en dessous de ses hanches. Ici, ses deux genoux sont à hauteur de ses hanches, donc ce serait entre guillemets facile de recomposer une butterfly guard. On va avancer un tout petit peu. Donc, il menace avec la stratégie, on va dire, de Khabib. Ici, il se rend compte qu'il n'est pas en position idéale pour le faire. Et d'ailleurs, même Khabib contre Conor McGregor, Gregor Gillespie, rien à voir. On a vu cette position en début de combat et même Khabib a mis du temps à profiter de cette position contre McGregor. Ici, Gregor Gillespie, c'est quelqu'un qui n'est pas patient. Et c'est ça qui est chouette pour les fans. C'est quelqu'un qui est un peu impatient, mais intelligent quand même. Généralement, ça ne va pas de pair. Ici, ça va de pair et c'est ça qui fait tout son côté attractif pour les fans. Donc ici, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement faire en sorte que Pichel, il est assis contre la cage parce que son bassin est très proche de la cage. Il va tout simplement faire en sorte que son bassin recule de la cage, donc il va ramener
son adversaire plus loin de la cage pour que ses épaules viennent toucher le sol. Voilà. Il y a changement de caméra juste à ce moment-là, mais vous voyez, les épaules se rapprochent du sol. Donc là, on peut considérer qu'on a une amenée au sol complétée. Et alors, bon, je vais revenir la caméra en dessous. Donc ici, on a une position où on pourrait finir en butterfly guard. On est en position de tripod pour Gregor Gillespie. Donc il a une pression haute au niveau de sa tête qui lui permet d'avoir un appui vers l'avant. Et juste avant son saut, il a ses deux appuis au sol avec ses deux pieds. Ça s'appelle le tripod. Ici, il va passer en side control. Vous voyez ce petit saut là? Donc les deux pieds de Pitchell sont en butterfly, mais ses jambes sont tendues, ce qui permet de facilement passer au-dessus et venir chercher le side control. C'est vraiment une super transition. Et c'est ça que je voulais dire avant de montrer les vidéos, que Gregor Gillespie, c'est un lutteur, mais qui a complètement incorporé des stratégies, des logiques, une approche de grappling dans son jeu. Parce que ça, typiquement, ça se voit plus en jiu-jitsu. Et puis il vient contrôler directement avec de la pression. Donc ça, j'ai pas montré de séquence de ça, mais Gregor Gillespie, il a une pression au sol, il laisse aucun espace. Il frappe peu. Il envoie peu de ground and pound. Il envoie du ground and pound uniquement quand il a une position réellement avantageuse. La monte, il a un contrôle en monte qui est incroyable, le dos. Mais par contre, tant qu'il transite, il va plutôt être concentré sur la pression et les transitions. Mais ça, encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas de frappe que c'est pas agréable à voir. Donc, j'essaie de vendre le combat parce que j'ai reçu ça dans les commentaires de ma dernière vidéo que c'était chouette. J'étais un des seuls analystes ou médias à avoir beaucoup parlé du combat entre Yuri et Dominique Reyes, et ça a motivé certains à le regarder en live ou en tout cas sans regarder le résultat avant. Et soyons honnêtes, personne n'a regretté d'avoir regardé ce combat. Donc ici, encore une fois, j'essaie d'un peu vendre le combat pour ceux qui ne sont pas chauds sur cette carte. Sachez que ce combat est là et il va être beau. Alors ici, deuxième round. Ça fait 16 secondes que le round a commencé. On part sur un takedown. Regardez-moi ce takedown, juste magnifique. Et là, de nouveau, réactivité chez CDF et chez Gregor, c'est incroyable. Ils ont un scramble based. C'est ça qui est bien. Gregor est à la fois scramble based et à la fois control based. Donc ici, il vient à peine de finaliser son beau takedown. On tombe. Il y a la jambe gauche de Pitchell, c'est Vink Pitchell, qui gêne. Il va utiliser, on voit pas très bien la qualité, pas ouf. La main droite de Gregor Gillespie va pousser le genou gauche de Vink Pitchell pour qu'il puisse se déplacer vers le side control. Les trois choses vont se faire en même temps. Je vais avancer tout doucement. Ok, on le voit. Ici, on voit brièvement. Voilà. On voit que sa main a poussé son genou pour planter le pied de son adversaire au sol. Et en même temps, il a monté son bassin pour venir contourner et chercher le side. Je vais remettre parce qu'il faut regarder tout en même temps. De nouveau en tripod. On va voir ici, c'est pas sa tête, mais c'est son bras, sa jambe et son autre jambe et son autre pied qui touche le sol. Il va lever son bassin pour le redéposer en side control tout en plantant la jambe de son adversaire au sol à l'aide de sa main droite. Yop. Ça paraît pas impressionnant au ralenti, mais ici je vais le montrer en vitesse réelle. Takedown, on tombe, bam, transition. Superbe. Vraiment superbe. Alors, le grappling, le MMA, c'est un jeu de centimètres. De temps en temps, tu envoies un crochet, ça touche là au lieu de là, tu n'as pas le KO, tu te fais mettre KO après. En grappling, c'est un peu pareil. Quand on a une position ici tortue où on se situe plus ou moins dans le dos de l'adversaire, en général, ce qu'on recherche, c'est d'avoir, en tout cas les grappleurs, les lutteurs un peu moins, mais les grappleurs vont chercher à avoir les deux crochets. Le problème pour mettre le crochet de ce côté-ci, c'est qu'il y a la cage. Donc il ne sait pas passer sa jambe entre son adversaire et la cage. Qu'est-ce qu'il va intelligemment faire? Il va tirer son adversaire. J'étais en train d'essayer de me souvenir de son nom. C'est Rinaldi, je pense. Ouais, c'est Rinaldi l'adversaire. Il va tirer ses hanches pour créer de l'espace. On ne voit pas très bien. Merde, Chris. Maintenant, il y a de l'espace pour cette jambe-là pour passer entre la cage et le côté de son adversaire. On va avancer un tout petit peu. Hop, regardez la vitesse d'exécution vraiment. Là, poup, il vient mettre son crochet. Le crochet, c'est ça ici. C'est son pied qui vient à l'intérieur de la cuisse de son adversaire. Crochet mis. Ici, il peut mettre son crochet. Le seul moyen d'empêcher le crochet pour Rinaldi, c'est de venir, avec son bras gauche, contrôler la jambe de son adversaire, donc de Gregor. Donc Gregor, son objectif, c'est mettre son pied
à l'intérieur de la cuisse ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ok, sa défense, c'est ceci, je vais venir contrôler la défense. Il vient contrôler la défense. Hop, ici on le voit, contrôle de défense, là. Cependant, Rinaldi a le bon réflexe de venir défendre. Vous voyez, ici, il vient défendre avec sa main, il empêche la jambe de passer. On va avancer un tout petit peu. Donc ici, on a une frappe de Grégor. Il se dit, si je frappe et que je déplace mon poids vers l'avant, Rinaldi va soit vouloir défendre avec sa main gauche, soit il va devoir poser sa main gauche ici pour pas complètement faire un face plant et tomber vers l'avant. C'est une question de transfert de poids. Donc ici, il met du poids vers l'avant. Rinaldi est obligé de poser sa main et le crochet est déjà passé. Même au ralenti, le crochet est déjà passé. Vitesse d'exécution, je vous le mets en live, en vitesse réelle. Pop, le crochet est mis. Contrôle de dos. Et puis ici, il a un contrôle de dos incroyable contre Medeiros et ici contre Rinaldi. C'est ça que j'ai. Une fois qu'il a le contrôle et un contrôle très avantageux, c'est là où il va attaquer et menacer avec du grand end pound. Donc là, très très beau aussi. Rinaldi est en position table. On n'a pas le meilleur angle, mais je vais essayer de vous faire comprendre. Bras droit, bras gauche en angle droit. C'est des très bons appuis. Et les jambes, pareil, les deux en angle droit. Donc on est en position table. 4 appuis, coude, coude, genou, genou. Au sol. Donc ça, il a un bon appui ici, Rinaldi. Grégor, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attraper ses deux mains au-dessus des coudes de son adversaire ici. Et à l'aide de ses crochets à l'intérieur des jambes, il va pouvoir étendre. Donc ses jambes vont partir vers l'arrière et il va mettre une pression de ses bras vers l'avant pour étendre et faire en sorte que son adversaire soit à plat ventre. Une position, si tu ne fais pas de grappling, tu peux l'imaginer, très désagréable. Ici, pression pour étendre. Allez, voilà. Et maintenant que c'est étendu, il va venir frapper. Ici, on sent, on n'est pas dans une position confortable pour Rinaldi. Ses genoux ne touchent plus le sol, ils partent vers le haut. Ok, il a encore ses coudes au sol, mais il doit utiliser ses mains pour protéger sa tête. Et la puissance des frappes en grand end pound de Gillespie sont assez violentes. Et ça, c'est le début de la fin du combat. 15 secondes plus tard, l'arbitre intervient. Ok. Voilà, c'est tout pour ce combat. J'espère vraiment que vous allez... j'espère qu'il sera beau, comme ça vous me donnez raison et vous allez le kiffer. Vos pronostics sur la carte. Quel est le combat que vous attendez le plus? Peut-être c'est Cowboy contre Moreno. C'est un chouette combat sur papier. Pour moi, moins intéressant que celui-ci, surtout en termes de potentiel. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Cerrone est toujours chouette à regarder, mais on ne peut pas le voir dans la discussion du titre a priori. Moreno, c'est un chouette combattant à regarder, mais lui aussi, on pense qu'il va varier entre la 15e et la 20e position toute sa carrière, même s'il s'améliore. Ici, on a le 14e contre le 12e d'une division très très intéressante. C'est un beau combat, c'est chouette sur papier, ça va être fun à regarder. Donc voilà, moi j'attends vos opinions. Vous avez peut-être d'autres combats que vous attendiez avec impatience. Merci à tous, c'était Chris Genacht. Si vous kiffez mon contenu, que vous n'avez pas encore acheté mes livres, ils sont en description. Et finalement, si vous kiffez vraiment mon contenu et vous trouvez que ça mérite un petit support financier, libre à vous de vous rendre membre à la chaîne. À partir de 99,89 centimes par mois, c'est possible. Et il y a du contenu exclusif, évidemment, pour remercier les membres qui me supportent financièrement. Merci à tous, c'était Chris Genacht. Passez une bonne fin de journée.